Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actu, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 19 juin 2023 et après le quoi qu'il en coûte et les 400 milliards d'euros dépensés pour la crise Covid, eh bien le gouvernement souhaite maintenant réaliser 10 milliards d'euros d'économies. Et s'il n'entend pas augmenter les impôts, l'addition sera quand même salée. Le gouvernement entend lutter contre l'explosion des arrêts maladie qui ont augmenté de 30% en 10 ans avec une accélération depuis le Covid. À noter tout de même qu'une étude de Sciences Po démontre que 50% des salariés français souffrent d'anxiété contre 30% en moyenne en Europe. Le ministère de l'économie s'en va aussi en guerre contre les dérives des dépenses du médicament. Selon Bruno Le Maire, chaque médecin généraliste prescrit en moyenne l'équivalent de 730 000 euros par an, c'est-à-dire 450 euros par patient. Un coût trop élevé pour le ministre qui souhaite une meilleure répartition des charges pour qu'elles soient davantage supportées par les patients et les mutuelles. On a déjà l'exemple des frais dentaires qui sont moins remboursés d'ailleurs et le reste devrait suivre. Et en ce qui concerne le logement, par exemple, le dispositif Pinel sera supprimé et le prêt à taux zéro modifié. Le soutien à l'emploi, lui, sera réduit avec une baisse du financement des formations. Il devrait y avoir d'ailleurs pas mal de changements à venir chez Pôle emploi, le futur France Travail. Et l'Institut national des études démographiques, l'INED et l'INSEE présentent les résultats de la deuxième enquête Migration, famille et vieillissement. Et 10 ans après la première étude, il en ressort clairement une incapacité à faire revenir les jeunes au pays. L'état de santé des hommes âgés, lui, s'améliore, mais pas celui des femmes. On fait le point. C'est important ce qui a été présenté par l'INED au regard d'une part des bilans présentés dans cette étude, puisque c'est une étude réactualisée après une étude qui avait été faite en 2010 et qui portait en effet sur la migration et également sur la notion des familles et de leur évolution dans un contexte que nous connaissons ici sur le territoire ultramarin et particulièrement ici en Guadeloupe. Les choses changent en 2010, évoluent parfois de manière attendue et d'autres un peu moins attendues. Par exemple, un des résultats, c'est que l'état de santé a priori s'améliore. La monoparentalité s'installe et toujours avec cette spécificité du temps parti avec les enfants. Et puis que derrière, les niveaux de fécondité qu'on dit des fois bas, finalement, ils sont relativement élevés, ils sont très marqués ou très liés à la trajectoire familiale de ces femmes. Des éléments symptomatiques ont été évoqués au travers de ce que nous percevons, ce vieillissement des populations, l'incapacité que nous avons peut-être à refaire revenir en tout cas les jeunes dans notre société. Sur le retour des jeunes, effectivement, l'enjeu, c'est comment on adapte ce bagage de compétences aux besoins locaux. Ou inversement, comment les besoins locaux sont capables de mobiliser ce capital de compétences. Et bien ça, c'est un défi. Donc il nous faut produire des éléments de connaissance qui nous permettent en termes pratiques, si je puis dire, c'est de trouver les éléments qui permettent de faire en sorte que le capital acquis à l'occasion du départ soit mis au service de la société, mais au bénéfice des populations. C'est vraiment une population aux trajectoires migratoires très différentes en Guadeloupe. Un tiers des habitants guadeloupéens qui habitent en Guadeloupe ont passé au moins 6 mois des adultes en dehors du département. Donc c'est beaucoup. Et alors quand on regarde leur profil, ils sont plus souvent diplômés que ceux qui sont restés ou qui sont sur le territoire. Ils sont dans des ménages qui ont des revenus médians plus importants et ils sont un peu plus souvent aussi en emploi. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils ont une situation plus favorable que ceux qui sont restés, par exemple, dans l'Hexagone. Nous voulons demain rétablir des équilibres pour travailler, en tout cas dans les périmètres respectifs, nous permettant de mieux définir des politiques publiques qui s'adaptent, en tout cas, aux éléments clés qui ont été montrés ce matin. Et le temps risque très probablement de se dégrader ces prochains jours au vu de la météo cyclonique. Et pour en parler ce soir avec moi, je reçois Bruno Benjamin, le président d'Ouragan.com. Bonsoir Monsieur Benjamin. Bonsoir à vous. Alors nous avons deux phénomènes plus ou moins sur les bras, dont un qui évolue particulièrement rapidement. Il s'agit visiblement du troisième phénomène cyclonique de l'année, baptisé Brett. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est une tempête tropicale qui a été baptisée cet après-midi à 17h. Phénomène qui s'est formé fin de matinée
devenue une dépression tropicale qui s'est renforcée en tempête tropicale et qui se dirige relativement rapidement vers l'arc antillais. Selon les prévisions actuelles, c'est un phénomène qui devrait atteindre l'arc antillais entre la soirée de jeudi, mais plutôt la matinée de vendredi. Les prévisions actuelles seraient plus pour un passage au stade d'un ouragan mineur, donc un ouragan de catégorie 1, aux alentours de vendredi matin. Donc pour l'instant, ce serait plutôt le sud de l'arc antillais qui serait impacté, mais il faut savoir que nous sommes à une échéance de 4 jours. Autrement dit, beaucoup de choses peuvent se passer. Le phénomène peut accélérer, peut ralentir, peut remonter, peut redescendre, peut se renforcer, s'affaiblir. Donc c'est pour ça que sur les cartes, comme vous les voyez actuellement, il y a une zone qui est grisée. C'est ce qu'on appelle le cône d'incertitude. C'est la zone où la trajectoire pourrait bifurquer, donc soit vers le nord, soit vers le sud. Donc il ne faut surtout pas se concentrer sur la ligne principale, qui pour l'instant passerait entre la Martinique et la Dominique, un peu plus quand même sur la Martinique que la Dominique, mais ça peut dévier. Souvenons-nous que nous avons eu plusieurs phénomènes qui étaient annoncés sur les îles du Sud, comme Maria, qui est annoncée sur la Martinique, et qui finalement est passée sur la Dominique. Et au dernier moment, effectivement. Tout comme, souvenons-nous de Fiona, qui devait passer sur Saint-Martin, et dont le centre est passé sur la Grande Terre, et la pluie est passée sur le sud de la Basse-Terre. Donc il ne faut surtout pas se concentrer sur la trajectoire, sur la ligne dessinée par la trajectoire du National Hurricane Center, mais plus sur la zone d'incertitude où là, nous pourrions être mis en alerte et nous pourrions être menacés. Quelles seraient les prévisions, effectivement, d'ouragan.com ? Alors, pour l'instant, bon, on ne fait pas de prévisions nous-mêmes, mais nous avons étudié celles qui ont été faites. Donc, ce serait effectivement un renforcement au stade d'ouragan. Donc, il est déjà passé très vite du stade de dépression tropicale à tempête tropicale. Voilà, ça c'est la moyenne. 6 heures pour passer d'un stade à l'autre, c'est un renforcement normal. Seulement, il faut savoir que même si nous sommes dans une année El Niño, nous avons une mer qui est excessivement chaude. Toute personne qui s'est rendue à la plage durant les 3 dernières semaines s'est rendue compte que la mer est chaude. Autrement dit, il faut être conscient qu'un cyclone qui va avancer sur une mer aussi chaude va évoluer, va grossir très rapidement, va prendre de la force rapidement. Et c'est ce qui risque de se passer, en tout cas c'est ce qui est prévu, c'est que ce phénomène pompe de l'énergie dans une mer chaude et se renforce. Donc à un rythme inhabituel par rapport à ce qui se passe au mois de juin. Là, cette année, aujourd'hui, nous avons égalé le record de précocité pour la formation de cyclones qui se forment entre l'Afrique et les Petites Antilles. Le record date de 2017 et le hasard veut que le record est détenu par la tempête tropicale Brett, qui a également été baptisée un 19 juin. Donc, le record est égalé. Et voilà, donc ce phénomène va grossir. Il n'y a pour l'instant aucun paramètre qui l'empêcherait de grossir. Et il pourrait effectivement atteindre le stade d'ouragan. Et ça serait plus effectivement entre Martinique et Dominique. Seulement s'il se renforce plus, il faut savoir que la force de Coriolis va la tirer vers l'épaule et donc le ferait légèrement remonter. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de prévision qui soit définitive. On observe, on regarde, on est attentif. Et en cas d'évolution, on sera averti. Averti suffisamment tôt pour se préparer ? Bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut se préparer, même si on n'est pas averti. C'est quelque chose qui est très très important. La préparation doit être faite en permanence. Donc il faut vraiment se préparer comme si le cyclone était prévu pour nous. Donc s'assurer que son kit est déjà prêt. Normalement, le kit est prêt puisqu'on a passé le 1er juin, donc logiquement, nous sommes déjà prêts. Mais s'il fait les derniers achats, pour ceux qui veulent acheter de la glace, ceux qui veulent acheter du pain, ça va se faire à partir de mercredi ou jeudi. Logiquement, à cette date de l'année, le kit est déjà prêt. Nous sommes déjà prêts à recevoir un cyclone. Et voilà, Brett qui vient nous rappeler à nos impératifs. Qui vient de le rappeler particulièrement tôt. Nous ne sommes même pas encore en juillet qu'il pointe déjà le bout de son nez. Et hormis Brett, il semblerait qu'on ait peut-être un deuxième souci qui le précède aussi. On ne sait pas encore au stade de dépression, mais en tout cas, ça semble se préciser au fil des heures. Il y a un deuxième phénomène juste après Brett. Tout à fait. C'est une onde tropicale qui, pour l'instant, a une dénomination. On appelle ces types d'ondes tropicales des invests. Ce sont des zones tropicales qui ont un potentiel pour pouvoir donner un phénomène cyclonique. Donc, c'est l'Invest 93L qui se trouve actuellement au sud-ouest des îles du Cap-Vert et qui, petit à petit,
devrait remonter vers le nord de l'océan Atlantique. Donc, pour l'instant, ce phénomène ne nous menace pas. Maintenant, reste à savoir si, du fait qu'il y ait un phénomène de vent qui soit fort, est-ce que ça ne va pas perturber le fonctionnement de cette deuxième onde? Donc, c'est à surveiller. Et il faut savoir que nous sommes en saison cyclonique. Donc, il faut surveiller en permanence. Il peut y avoir une onde qui se développe rapidement. On ne sera pas toujours prévenu avec beaucoup d'avance. Donc, culture du risque. Oui, tout à fait. Qu'il faut qu'on travaille un Il faut qu'on maximum. travaille. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on accélère notre préparation. Qu'on ait déjà nos stocks de nourriture, nos stocks d'eau, à la fois l'eau à consommer et l'eau pour les usages quotidiens. Il faut qu'on ait nos stocks de médicaments, d'outils, de tout ce qu'il faut pour la maison. Également, avoir préparé son plan cyclone à la maison. Donc, prenons le temps, ce soir, demain, de s'asseoir en famille, discuter, alors on fait quoi, qui va déplacer les plantes, qui va s'occuper des animaux, qui va démonter l'antenne. Ça se réfléchit maintenant. Que chacun ait déjà ses missions Voilà. avant, effectivement, Qu'il n'y le ait- jour J. Qu'il n'y ait pas de place au hasard en cas de menace cyclonique. Très bien. Alors, on se préoccupe de Brett, forcément. Vous nous avez dit qu'il va arriver d'ici jeudi, vendredi, pour être précis. Alors, pour l'instant, ce serait plutôt vendredi. Maintenant, la situation peut évoluer. Je dirais même qu'elle va évoluer. Donc, il faut suivre l'actualité. À notre niveau, pour Ouragan, donc, nous faisons des bulletins assez réguliers. Donc, sur les réseaux sociaux, nous expliquons à toutes les 6 heures quelle est l'évolution de la situation. Et il y a un système d'abonnement pour les personnes qui veulent recevoir les informations sur leur téléphone portable, donc par Telegram ou par WhatsApp. Donc, c'est un abonnement qui est entièrement gratuit. Donc, vous pouvez recevoir les informations. Et surtout, en cas de déclenchement d'une vigilance, nous essayons de le faire dans le quart d'heure qui suit au grand maximum. Le but est que, quand la vigilance est déclenchée, vous soyez averti sur votre téléphone. Au moins, si vous n'aviez pas l'information qui vient de la préfecture ou de Météo France, nous, Ouragan, on le fait. Mais en général, vous êtes en avance sur la préfecture et Météo France. C'est parce que leur liste est quand même relativement longue, même si c'est automatisé. On essaie de transmettre l'information dès qu'elle est publiée sur le Twitter. Donc, on a notre méthode d'avertissement et puis on transmet le plus rapidement possible vers tous ceux qui sont abonnés, de manière à prendre les dispositions. En particulier pour les marins-pêcheurs qui ne sont pas forcément au courant, mais qui ont leur téléphone à portée de main. Vous avez également les personnes qui sont dans les milieux qui travaillent à l'extérieur, donc qu'il s'agisse des charpentiers ou de ceux qui vont travailler sur les structures pour l'événementiel, ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui travaillent avec leur téléphone, qui en ont besoin en permanence et qui peuvent recevoir l'information tout de suite. Donc, arrivé vendredi, probable renforcement au stade d'Ouragan, de catégorie 1 au moins, peut-être plus. Oui, peut-être plus là, il faudra voir. S'il ralentit, c'est envisageable, mais pour l'instant, le NHC ne le prévoit pas. C'est un phénomène qui irait après ça en Caraïbes et qui serait vaincu petit à petit par le 6e élément, donc qui perdrait des forces et même des sorties. Et il perdrait éventuellement de la force par rapport à la brume de sable aussi? Éventuellement, parce qu'en fait, en allant aussi vite, la brume de sable que nous avons eue tous ces jours derniers se trouve actuellement à des Antilles, donc il aurait le temps de rattraper la brume de sable et de se faire assécher. Donc on pourrait avoir un petit coup de chance. Mais nous, peut-être, nous, pas forcément nous, mais on va plus penser aux grandes Antilles, donc Haïti, Cuba, la Jamaïque, qui commencent à prendre actuellement la vague de brume de sable que nous avons eue et qui se retrouvaient rattrapés par le cyclone qui s'assécherait en arrivant. Merci beaucoup Bruno Benjamin d'être venu sur ce plateau ce soir, nous porter des précisions sur l'évolution donc de Brett, cette tempête tropicale qui devrait arriver, vous nous l'avez dit, d'ici vendredi. Vous l'avez dit, il y a un système d'abonnement sur ouragan.com et on peut d'ailleurs vous soutenir. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas réouvert la cagnotte. Elle va être réouverte très bientôt, de manière à ce que ceux qui veulent faire un don pour nous aider à acheter tout ce qui est matériel, logiciel, puissent le faire. Mais en général, nos opérations, elles sont gratuites. On a un très bon niveau d'information et c'est très rapide. On essaie de le faire comme ça. On a tenu à ce que l'information que nous recueillons gratuitement soit disséminée gratuitement. Maintenant, pour ceux qui voudraient soutenir nos activités, c'est quelque chose qui est libre, donc n'hésitez pas. Bon, on mettra le lien très prochainement en ligne pour ceux qui voudraient participer à la cagnotte. Merci beaucoup en tout cas Bruno Benjamin, je le rappelle président d'ouragan.com d'être venu sur ce plateau ce soir et pour toutes les informations effectivement que vous distillez sur les réseaux, on en bénéficie pas mal, donc merci encore. Et dans le cadre du programme Titiri, le volet maritime du plan Chlordécone 4, eh bien l'IREPS sensibilise la population et marins-pêcheurs du Sud-Bastère. Quelles zones sont impactées? Quelles sont les espèces concernées par la pollution des eaux? Toutes les réponses étaient apportées. Regardez.
Rivière des Pères, c'est un quartier dans lequel, depuis des années, des siècles, les personnes pêchent et sont justement très impliquées dans le milieu de la pêche. Donc c'était important de commencer avec eux sur tout ce qui est sensibilisation pêche et chlordécone pour avoir en fait un retour de comment ils vivent cette pollution, leur permettre de s'exprimer sur cette question. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment de sensibiliser la population à quelles espèces ils peuvent manger en minimisant le risque d'exposition au chlordécone. Puisque toutes les espèces, quasiment toutes les espèces de la côte sont exposées au chlordécone. Mais en fonction du comportement et de l'alimentation de chaque espèce, ils auront des taux de chlordécone plus ou moins élevés qui nous permettra de prendre moins de risques en consommant telle espèce ou telle espèce. Ce quartier de Rivière des Pères, on sait combien c'est important. Il y a plusieurs générations d'habitants de Rivière des Pères qui vivent de la pêche. Donc on ne peut pas du jour au lendemain leur dire oui, il faut faire attention au chlordécone, on n'a pas de solution, c'est d'autant qu'on se fonde sur des analyses dont on n'a pas l'assurance qu'effectivement, par rapport à d'autres produits dont on sait qu'il y a des pesticides, est-ce que c'est plus dangereux ou pas? Moi personnellement, il y en a ceux que je connaissais, mais j'ai appris d'autres à la suite de cette réunion et je crois que ça a été positif et pour les autres personnes aussi qui ne connaissaient pas. Ils ont raison d'aller porter cette bonne nouvelle de comment consommer, quoi consommer plus ou moins. Mais je ne suis pas ce soir totalement satisfait des réponses aux questions que je me pose et que je suis venu chercher ce soir. Certains sont sceptiques et c'est normal d'abord parce que les zones d'interdiction, elles sont peu connues. Et ça reste des interdictions. Ça veut dire qu'on a des personnes qui ont toujours pêché, qui vivent là, qui ont toujours mangé, et qu'on vient leur dire du jour au lendemain, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Donc notre discours, c'est pas celui-là. Ils ont plutôt pu nous pointer du doigt certaines choses qu'on peut apporter, qu'ils aimeraient avoir plus d'informations concrètes sur certaines espèces qu'ils ont l'habitude de consommer. Est-ce que réellement le poisson se comporte de telle façon? Est-ce que réellement si je pêche à tel endroit? Et on s'est arrêtés tous ensemble sur le fait de se revoir avec la contribution des chercheurs et de continuer la discussion pour qu'ils puissent avoir accès à des données. Et c'est vraiment le travail de l'IREP, c'est de faire ça, l'interface entre la population, parce que la population est la mieux placée pour savoir ce qu'elle vit et pour avoir une vraie expérience et ce que en fait l'État ou les chercheurs peuvent dire. Et c'est ensemble en fait qu'on va pouvoir avoir des réponses plus affinées pour répondre à leur situation. Le plateau technique du CHU de Pointe-à-Pitre se perfectionne. Ce week-end, les 2 nouvelles salles de radiologie interventionnelle ont été inaugurées, dont une entièrement robotisée. Ces nouveaux équipements dernière génération permettent une meilleure précision lors d'interventions chirurgicales. Une bonne nouvelle pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui voient leurs chances augmenter avec la thrombectomie. Autre avantage, ils évitent les transferts vers la Martinique. Regardez. C'est un outil qui était très attendu puisque jusqu'à présent, nous avions une seule salle de radiologie interventionnelle. Et avec l'augmentation des besoins et le développement de technologies nouvelles, on avait besoin d'avoir cette deuxième salle. D'une part, pour être sûr qu'il y en ait toujours une qui soit disponible pour faire face à l'urgence. Et puis aussi pour développer de nouvelles techniques et technologies sur la Guadeloupe, notamment dans le cadre de la prise en charge de l'AVC, de développer la thrombectomie. C'est vraiment l'outil dernière génération. Dans l'archipel, on est pratiquement le seul à l'avoir. Et du coup, c'est un appareil qui vient upgrader nos pratiques, qui vient vraiment améliorer, qu'on soit très précis et en ayant moins de risques pour les patients qu'on va prendre en charge en Guadeloupe, effectivement. Certaines interventions nécessaires étaient soit transférées vers d'autres plateaux techniques en Martinique, voire en métropole, et celles qui ne pouvaient pas l'être, induisaient des opérations bien plus lourdes, bien plus risquées, et donc l'ensemble constituait une perte de chance pour les patients. La santé n'a pas de prix pour nous, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères et sœurs. Il fallait investir, et s'il faut continuer à investir dans l'intérêt des Guadeloupéens, nous continuerons à le faire. On est sur quelque chose qui va aller crescendo maintenant. L'idée avec ces 2 salles interventionnelles, encore une fois de radiologie interventionnelle, c'était déjà de se préparer à l'entrée dans le nouveau CHU et que nos équipes puissent d'ores et déjà travailler avec ce matériel et le mettre à disposition de la population dès aujourd'hui. Bien évidemment, on est un CHU, donc on a une mission de soins, qui est la mission première, mais on a aussi une mission de formation et on a une mission de recherche.
Le fait d'avoir aujourd'hui ces équipements, c'est permettre à nos professionnels déjà présents sur l'établissement, mais aussi à nos futurs professionnels de se former, parce qu'on sait qu'on aura besoin de compétences et de plus en plus de compétences médicales et soignantes. Et ils étaient plusieurs centaines sur la ligne de départ de l'opération Je marche, je cours contre la drépanocytose aux abîmes, où l'on se rend tout de suite. C'est une très bonne initiative. Avant les fonds, pour nous, l'important, c'est de se faire connaître. Mais surtout, avant tout, connaître la drépanocytose, puisque beaucoup de personnes encore, en Guadeloupe, ignorent ce qu'est la drépanocytose. C'est une maladie, on va dire, de l'handicap invisible, parce qu'on ne voit pas la personne porteur de l'handicap, mais elle souffre dans sa chair. Donc c'est la maladie, on dit également la maladie de la douleur, parce que les douleurs peuvent être atroces, des fois jusqu'à la morphine n'arrive pas à soulager. Plus il y a des patients qui sont sous échange transfusionnel tous les mois afin d'éviter des AVC. Donc vous voyez, c'est quand même une maladie très grave et encore ignorée. C'est une maladie très ancienne, elle a plus de 100 ans et c'est vrai que nous, parents, nous, patients, on aimerait que ça avance un peu plus vite, mais vous savez comme nous que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est la deuxième édition, on avait réussi avec une très forte affluence l'année dernière au mois d'octobre. On refait exactement la même chose cette année avec autant de personnes. Donc oui, c'est un franc succès. Alors on a vu qu'il y en a qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Il y en a qui sont arrivés en 35 minutes quand même sur le parcours. Et là on vient juste de clôturer avec tous les marcheurs. C'est un magnifique succès et j'espère que ça va rapporter beaucoup de ressources pour nos deux associations. La Seigneurie a poussé cet appel pour qu'on puisse venir faire ces 7 km. J'ai dit que je venais, on m'a pris au mot à l'antenne, en direct, on m'a dit « Dis-là et tu viens ». Je me suis dit « Ouais, 7h du matin, raide quand même ». Malgré que je me suis couchée à 2h du matin, je suis quand même venue, j'ai fait les 7 km. J'ai même pas vu les 7 km alors que d'habitude, au bout de 5 km en Jacques-Amor, et là, 7 km easy. Donc je suis fière de moi, je suis fière d'être là. L'ensemble des candidats ainsi que moi-même avons tenu à venir ce matin soutenir la cause de la drépanocytose parce qu'il faut montrer à la maladie qu'elle ne nous rend pas faibles et qu'on peut la combattre et que même avec cette maladie, on peut quand même courir, on peut avoir les ressources nécessaires pour faire 7 km qui n'est pas rien. J'ai vu la mobilisation de certains impactés personnellement par la cause ou non, mais qui sont venus quand même soutenir cette cause qui est tout à fait noble et voilà, félicitations à eux. Et à l'occasion de la fête des abeilles, la ville des Abîmes met en lumière ce pollinisateur essentiel à nos vies, mais aussi les hommes et femmes qui les élèvent. Regardez. Nous sommes dans le cadre des Journées des abeilles. Donc c'est la fête des abeilles, les 15, 16 et 17 juin. Ce sont des journées nationales organisées par l'Union nationale des apiculteurs de France. Nous proposons donc un certain nombre d'ateliers que nous avons proposés hier aux enfants. Donc on travaille avec les apiculteurs de Guadeloupe, l'Apigois. Et surtout, nous avons un apiculteur référent qui est M. Abela. Aujourd'hui, c'est une journée grand public pour faire en fait découvrir au public ce que nous faisons en Guadeloupe autour de l'apiculture. Nous avons un rucher où on montre des abeilles, nous avons les produits de la ruche, on montre aussi les autres abeilles sauvages. Et c'est pour nous très très important de sensibiliser en fait la population sur les abeilles sauvages parce qu'il n'y a pas que l'abeille à miel en Guadeloupe. On a une trentaine d'espèces d'abeilles sauvages qui ont tout aussi un grand rôle dans la pollinisation de certaines plantes à fleurs. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser le grand public, sensibiliser les enfants, puisque on doit travailler aussi surtout pour l'environnement. Les enfants, c'est notre avenir, donc qu'est-ce qu'on va leur laisser plus tard? Donc c'est vraiment la cible à informer, éduquer. Nous aurons 4 conférences, des mini-conférences, avec M. Flower, Jean-Marie, qui est un écologue très connu de Guadeloupe. Donc il interviendra sur le réchauffement climatique, puisqu'on sait que ça impacte beaucoup la vie des abeilles. On est là pour parler des abeilles, parler des insectes plus généralement, mais surtout des abeilles, parce qu'elles nous sont bien utiles si on aime bien le miel, et puis même si on n'aime pas le miel d'ailleurs, et qu'on aime les fruits. Et c'est une journée qui est nationale pour justement qu'on prenne conscience des conséquences de nos comportements vis-à-vis des abeilles, des services qu'elles nous apportent. Je suis venu faire un petit focus sur justement les abeilles. Qu'est-ce que le changement climatique, la dérive climatique fait pour les abeilles,
en quoi ça les empêche de vivre aussi bien qu'avant. Nous aurons aussi une intervention sur l'effet du déboisement sur les abeilles. Et enfin, on terminera sur la présentation des différents miels de Guadeloupe. Les abeilles, c'est comme n'importe quoi de vivant. Ça a besoin de temps et d'espace pour vivre. Donc simplement, laisser yo tibouin espace et tibouin temps. Donc laisser espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser un coin dans le jardin qu'on ne va pas tondre, qu'on ne va pas débroussailler, pour que les fleurs, les petits marguerites, les sonnettes, etc., puissent s'exprimer. Un reportage de Vienne et Valverde. Et la municipalité de Bouillante, elle travaille à redynamiser son territoire en concertation avec les acteurs économiques. Elle organise pour ce faire des cafés entreprises, des moments d'échange privilégiés pour tisser un réseau, mais aussi établir une stratégie. Regardez. Ce soir, nous sommes dans le cadre d'un événementiel d'animation du territoire envers les acteurs économiques du territoire que nous intitulons le Café Entreprise. Le concept du Café Entreprise, c'est une opportunité pour la ville de ramener les acteurs économiques du territoire un jour ensemble sur une thématique donnée pour leur permettre d'avoir accès à des informations en lien avec leur activité ou des informations spécifiques à l'entreprise. C'est un partenariat que nous avons dans un premier temps développé avec le Pôle emploi. Mais par rapport à l'horaire qui intéresse les acteurs du territoire, nous avons préféré le faire en fin de semaine et en fin de journée, puisque nous savons bien que les acteurs économiques, en semaine et dans la journée, ils sont sur leur activité. Donc c'est difficile pour eux de se mobiliser. Je pense que cette initiative, c'est une très bonne initiative parce que dans le sens, ça nous permettra déjà, nous, en tant qu'entrepreneurs, d'avoir un réseau. Ça nous permettra d'échanger, d'apprendre à se connaître et par la suite, justement, d'évoluer encore plus. L'enjeu est double parce que déjà échanger avec les acteurs, donc c'est-à-dire le maire et ses conseillers, tous les élus, pour voir effectivement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de dynamiser l'activité sur le territoire. Le deuxième enjeu qui est important, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas je dirais nous en tant qu'entrepreneurs, essayer donc d'apporter en tout cas des idées, et on en a beaucoup, pour essayer de contribuer au développement de Bouillante. Ce soir, je souhaite surtout promouvoir ma commune en tant qu'entrepreneur. Donc déjà, je suis fière d'être bouillantaise. Aujourd'hui, je suis venue présenter ma société parce que j'ai un objectif d'employer 2 personnes justement de Bouillante. Dans ma deuxième société qui est à les minutes. Donc du coup, nous allons créer un bar à ongles qui se trouve dans la commune de Bouillante. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de parler de ma société, de travailler ma communication. L'esprit, c'était de pouvoir rassembler les acteurs du territoire de Bouillante, mais pas que, dans le cadre d'une rencontre où on échange sur une thématique qui les concerne. Aujourd'hui, la thématique, c'est leur présenter les axes de développement et la politique économique mise en place par la ville de Bouillante depuis le Covid, et notamment à travers une labellisation que nous avons pu avoir, qui est l'adhésion au concept de petite ville de demain. Et on enchaîne avec cet hommage rendu à Edmond Saint-Silly, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Après effectivement avoir été mis à l'honneur par le département pour ses 100 ans, le 15 avril dernier, c'est au tour de la ville de Gosier de remercier l'homme en donnant son nom au pôle administratif de Périnette. Le reste en images. C'est très important parce que c'est un homme historique, c'est une journée historique, et il est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir pu tenir parole par rapport à l'annonce que j'avais faite au conseil départemental, c'est une satisfaction. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui, je remercie tous ceux qui ont approuvé dans ta municipalité. Le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui, c'est le plus grand cadeau en dehors de mes enfants. Je pense que les Gosieriens doivent être très très heureux de cette décision et que tous ceux qui viendront maintenant au pôle administratif auront plaisir à regarder cette statue et que ça donnera un plus et un bel honneur pour tous les Gosieriens. Aujourd'hui, il est vivant, mais grâce à cette nomination, eh bien, il devient immortel
au nom de toutes les nouvelles générations de Gozériens, de Guadeloupéens qui vont passer par ce bâtiment. Il s'agit d'ailleurs du grand-père de Virginie Saint-Silly, journaliste à RMC Sport, que nous recevrons dans le Focus le 6 juillet prochain. Et on part pour la présentation des 12 prétendantes au titre de Miss Guadeloupe 2023 à Milénis. Une première sortie officielle pour ces candidates qui s'affronteront pour la couronne le 16 juillet prochain. Un reportage de Ruby Echeva. Il fallait en choisir 12. Et aujourd'hui, on est très très fiers de cette présentation officielle à Milénis. L'élection de Miss Guadeloupe 2023 aura lieu le mercredi 19 juillet à 20h au Palais des Sports du Gosier et sera retransmise en direct à la télé. Mon rôle, c'est de pouvoir accompagner l'organisation dans l'organisation de l'élection de Miss Guadeloupe et puis après prendre en charge la Miss élue pour la préparer à l'élection de Miss France. Nous aurons le soir de l'élection 5 passages. 3 passages pour les 12 candidates, donc tenue créole, maillot de bain et robe du soir. Puis du top 12, on passera à un top 5 grâce au vote du public et au vote du jury. Et le top 5 défilera avec un tableau en tenue artistique et une robe de couronnement. De cette présentation officielle des candidates de Miss Guadeloupe 2023. Donc j'étais là surtout en tant que Miss Guadeloupe 2007. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation. Très confiante. Je trouvais que pour nos premières représentations, elles ont vraiment fait preuve d'originalité. De grande confiance en elles, puisque concrètement, elles n'ont pas encore été préparées, puisque elles ont été seulement sélectionnées il y a quelques jours. Donc je me dis, tiens, alors qu'elles n'ont même pas encore été coachées, il y a déjà du niveau, vraiment. Elles sont jeunes pourtant, elles ont entre 18 et 23 ans, et je sens déjà qu'elles savent ce qu'elles veulent faire. Elles savent pourquoi elles sont là, et elles sont déterminées. Donc vraiment, j'ai vraiment été épatée d'entendre leur discours, puisque vraiment on ressentait femmes déterminées, des jeunes femmes déterminées. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.